Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux et que ça entraîne le terrorisme. Le Paris-Dakar en deuil. Thierry Sabine, Daniel Balavoine et 3 autres personnes sont mortes dans un accident d'hélicoptère. Voici le dernier moment de Daniel Balavoine. Au cœur du désert malien, dans une nuit chargée de poussière et de silence, un hélicoptère décolle difficilement depuis une petite dune non loin du village de Gourmararousse. À bord, 5 personnes. Parmi elles, un chanteur que la France adore, un homme de feu et de colère, de passion et d'espoir. Il ne reviendra jamais. Quelques heures plus tôt, Daniel se tenait encore debout, les pieds dans le sable, les yeux tournés vers l'horizon africain. Depuis plusieurs jours, il accompagnait le rallye Paris-Dakar, non pas pour courir, mais pour y porter un projet fou, apporter de l'eau au village oublié. Tandis que les camions de course avalaient les kilomètres dans un grondement aveugle, lui traçait une autre route invisible, celle du cœur et de la justice. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette route-là allait s'arrêter net ce 14 janvier 1986. Le ciel était trouble, chargé de grains de tourbillons. Le pilote François-Xavier Bagnoud, jeune homme de 24 ans, avait déjà exprimé ses doutes. Voler de nuit au-dessus du désert, c'était jouer avec l'invisible. Mais le fondateur du Dakar, Thierry Sabine, insistait, il fallait partir. L'équipe avait pris du retard, la lumière manquait, mais le programme devait être tenu. Daniel, comme souvent, ne recula pas devant le risque. Ce ne serait pas sa première tempête. Il est 20 heures passées. L'écureuil As-3, 150 petits hélicoptères agiles, décollent dans un bruit sourd happé par l'obscurité. Personne sur place ne verra ce qui s'est réellement passé. Mais quelques minutes plus tard, la machine percute violemment le sol. Aucun survivant. Le lendemain, la nouvelle fait l'effet d'un électrochoc. En France, c'est l'incompréhension. On perd en une nuit un artiste engagé, un chanteur à la voix foudroyante, un homme de cause qui avait troqué les paillettes pour la poussière. Il n'était pas là pour se montrer, il était là pour agir. Ce dernier vol pourtant soulève rapidement des questions. Pourquoi décoller de nuit dans une zone non balisée en pleine tempête de sable? Pourquoi embarquer un artiste dans une mission aussi incertaine? Et surtout, pourquoi cette précipitation alors que les équipes de secours auraient pu attendre l'aube? Avec le temps, des zones d'ombre demeurent, des décisions précipitées, des ambitions démesurées. Et au milieu, Daniel pris dans une aventure qui le dépasse. Son décès devient alors plus qu'un accident, il incarne un vertige, un paradoxe. Celui d'un homme qui chantait la vie mais qu'on a peu, être poussé malgré lui à s'éteindre trop tôt. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les heures, les jours, les années qui ont conduit à ce dernier envol. Nous redonnerons voix à celui qui chantait tous les cris, les SOS, qui défendait les enfants oubliés, qui osait interpeller un président en direct à la télévision. Nous tenterons de comprendre ce qui l'a mené jusque-là, entre lumière et sable, entre passion et silence. Car derrière la chute de cet hélicoptère, il n'y a plus qu'un drame. Il y a une trajectoire brisée, un idéal qui s'est heurté aux limites du réel. Il y a un artiste qui n'a jamais voulu mourir en héros, mais qui l'est devenu malgré lui. Et il y a peu, être un non-dit, un malaise que personne n'a vraiment osé éclairer. Avant d'être ce visage bouleversé sur la une des journaux, avant d'être ce nom gravé dans la poussière du désert, Daniel Balavoine était un cri. Un cri contre l'injustice, un cri d'amour, un cri de rage et de lumière. Il était cette voix unique perchée, capable de monter en flèche comme une lame tranchant le silence. Il était pour toute une génération le porte-parole des oubliés. Né le 5 février 1952 à Alençon, il grandit à Pau dans une fratrie de 6 enfants entre montagnes béarnaises et silences familiaux. Très tôt, il sent qu'il ne rentre pas dans le moule. À l'école, il s'ennuie, se rebelle. À la maison, il observe, il écoute, il absorbe. Son père quitte le foyer alors qu'il est encore adolescent. Une blessure jamais refermée, un modèle masculin qui s'effondre. Daniel, dès lors, choisira de ne jamais tricher, jamais plaire à tout prix. Il se fera seul contre. Sa passion pour la musique explose dans les années 70. Il commence comme choriste, puis intègre des groupes anonymes. Il chante dans des cabarets, monte à Paris, survit tant bien que mal. Mais déjà dans ses textes, une colère gronde. Il ne veut pas seulement chanter l'amour ou les saisons. Il veut dire dénoncer, secouer. C'est en 1978 que tout bascule. Michel Berger, alors en quête d'un chanteur, capable d'incarner un rôle fort dans sa comédie musicale futuriste, Starmania, entend la voix de Daniel et est foudroyé.
Il l'invite à auditionner pour le rôle de Johnny Roquefort, le chef charismatique d'un gang rebelle. Le timbre de Balavoine colle parfaitement à l'univers sombre et électrique du spectacle. Le public découvre un jeune homme aux cheveux bouclés à la silhouette nerveuse à l'intensité rare. Le succès est immédiat. Starmania devient culte. Et avec lui, Daniel Balavoine sort de l'ombre. Mais il ne s'arrête pas là. Il veut tracer sa propre voie. Dès l'année suivante, il enregistre Le Chanteur, son premier véritable succès solo. Une chanson où il se met à nu, avoue ses doutes, ses peurs, son envie de ne pas finir broyé par le système. Je me présente, je m'appelle Henri. Chante-t-il, il comme pour détourner l'attention, avant de frapper plus fort. La critique est divisée, mais les jeunes l'adorent. Il parle leur langue, il est l'un des leurs. Au fil des années, Daniel enchaîne les albums, les tournées, les tubes. Mon fils, ma bataille, tous les cris, les SOS. La vie ne m'apprend rien, sauf l'amour. Il ose tout. Musicalement, il explore des sonorités nouvelles, des structures complexes. Lyricalement, il frappe là où ça fait mal, les violences conjugales, l'injustice sociale, l'exclusion, le racisme, les hypocrisies du monde politique. Mais ce qui le rend unique, c'est son refus catégorique de jouer le jeu du star system. Daniel Balavoine est incontrôlable. Il annule des interviews au dernier moment. Il se fâche en direct sur les plateaux télé. Il quitte des émissions en plein milieu. Il répond avec une franchise déconcertante aux questions des journalistes. Certains le traitent d'arrogant, d'autres de visionnaire. Il s'en moque. Ce qui l'intéresse, c'est la vérité, pas les projecteurs. Ce trait de caractère va culminer en 1980 dans une séquence restée célèbre. Invité dans un débat télévisé sur TF1 en pleine campagne présidentielle, il interpelle frontalement François Mitterrand, futur président de la République. Il lui parle des jeunes, de leur souffrance, de leur absence de voix. Il ne s'exprime pas comme un militant classique, mais comme un homme blessé et habité. L'échange est tendu, électrique. La France découvre ce soir-là que Balavoine n'est pas seulement un chanteur. Il est un témoin. Cette intervention change tout. Elle consacre son image de trublion engagé, mais aussi l'isole davantage dans l'industrie musicale. Certains producteurs prennent leur distance, d'autres le soutiennent en coulisses. Le public lui reste fidèle. Mieux encore, il admire cette audace, cette sincérité brute. C'est aussi à cette époque que Daniel commence à s'intéresser de près à l'Afrique. Il est frappé par les images de la famine en Éthiopie, par la détresse des enfants, par l'inaction des gouvernements occidentaux. Il participe à des concerts caritatifs, notamment Chanteurs sans frontières, mais il veut aller plus loin. Il veut agir concrètement. C'est ainsi qu'il crée Action École, un réseau reliant des élèves de toute la France à des projets humanitaires sur le terrain. Il ne s'agit plus seulement de récolter de l'argent, mais de créer un lien, une prise de conscience. Daniel se rend alors plusieurs fois au Sahel. Il découvre la réalité des villages sans eau, sans soins, sans avenir. Il s'implique, prend des notes, propose des solutions. Il rencontre Thierry Sabine, fondateur du Paris-Dakar, et ensemble ils imaginent une opération conjointe, profiter du rallye pour installer des pompes à eau dans les zones traversées. L'idée séduit, le projet est lancé. Ce projet, Daniel ne l'abandonnera jamais. Même lorsque sa maison de disques lui propose une tournée internationale. Même lorsqu'on l'invite à Hollywood. Il préfère le désert à la scène, l'humanitaire au strass, l'ombre à la lumière. C'est dans cet élan, dans cette fidélité à ses combats, qu'il embarque à bord de l'hélicoptère ce jour-là. Pas comme une star en quête d'image, mais comme un homme en marche vers ce qui lui semblait juste. Janvier 1986. Le Paris-Dakar bat son plein. Des dizaines de véhicules s'élancent chaque matin, avalant les kilomètres de sable, franchissant les dunes comme des bêtes mécaniques affamées. Au milieu de cette cavalcade de moteurs et de gloire, une silhouette se détache. Elle ne court pas. Elle ne cherche pas le podium. Elle marche, elle observe, elle pense. C'est Daniel Balavoine. Il est là pour un autre genre de course. Une course contre le temps, contre la soif, contre l'indifférence. Il vient superviser l'installation de pompes à eau dans plusieurs villages du Sahel, dans le cadre de l'opération Paris du Cœur, pensée avec Thierry Sabine. Le principe est simple, pendant que les concurrents du rallye foncent vers l'arrivée, une équipe parallèle s'arrête, construit, installe, forme. Daniel en fait partie, et il s'y engage avec la fougue qu'on lui connaît.
Chaque jour, il visite un village différent. Il s'entretient avec les habitants, note les besoins, discute avec les techniciens, vérifie la bonne marche des opérations. Il ne fait pas de discours. Il n'attend aucun article. Il agit. On le voit couvert de poussière en t-shirt, assis avec des enfants ou en train de mesurer les niveaux d'eau. Il n'y a pas de caméra, pas de mise en scène. Juste lui et cette volonté presque enfantine de réparer un bout du monde. Mais derrière cette énergie, une tension monte. L'organisation du rallye est chaotique. Les étapes sont longues, les conditions climatiques imprévisibles. La chaleur écrase les corps le jour et le froid mord la nuit. Surtout le vent de sable qui souffle régulièrement à cette période de l'année rend les vols aériens extrêmement périlleux. Les hélicoptères, pourtant indispensables pour suivre les étapes et transporter les équipes, deviennent de véritables pièges volants. Le 14 janvier, la caravane du rallye s'approche de Gourma-Rarousse, petite bourgade au nord du Mali. Ce n'est pas une étape ordinaire. Daniel s'y rend pour inspecter un site prioritaire où l'installation d'une pompe a été retardée. Il veut s'assurer que le matériel est arrivé, que les techniciens locaux ont été formés. Le vent souffle déjà fort ce matin-là. Le ciel est jaune chargé. Une tempête approche, mais Daniel est déterminé. Il embarque à bord d'un hélicoptère avec Thierry Sabine, son ami, et complice sur ce projet le jeune pilote François-Xavier Bagnoud, un surdoué de l'aviation âgé d'à peine 24 ans, la journaliste Nathalie Audan, Journal du Dimanche, et Jean-Paul Le Fur, technicien de RTL. L'appareil survole, le désert se pose une première fois, puis une seconde. Chaque atterrissage est un pari. À chaque décollage, l'air devient plus lourd. En fin d'après-midi, les conditions se dégradent brutalement. Le vent se lève en rafale. Le sable efface les repères. L'équipe est bloquée sur une dune dans un hameau isolé. Il est environ 10 à 9 heures. Le soleil est tombé. L'obscurité envahit le désert. Un choix s'impose: rester sur place pour la nuit ou tenter de rejoindre la base de Gao en hélicoptère. C'est là que se joue le point de bascule. Plusieurs témoins rapporteront que le pilote était réticent. Voler de nuit sans repère visuel avec du sable en suspension dans l'air relève de l'inconscience. Mais Thierry Sabine insiste. Il connaît bien la région, pense que le vol est faisable. Il a ses raisons, l'étape suivante du rallye commence tôt le lendemain et son emploi du temps est serré. Il convainc tout le monde, ou impose sa décision. Les versions divergent. Daniel, quant à lui, semble hésitant. Il est fatigué, sa voix est rauque. Il a déjà eu des soucis de gorge les jours précédents. Mais il monte dans l'appareil, sans doute par loyauté ou par cette habitude de ne jamais reculer. Il ne veut pas être celui qui retarde les autres. Il suit le mouvement. À 20 heures passées, l'hélicoptère As-3, 150 écureuils, s'élève dans la nuit. Le bruit des pales se mêle au vent. Il n'y a pas de tour de contrôle, pas de radar. Juste une machine, 5 êtres humains et le néant autour. Quelques minutes plus tard, le contact radio est perdu. Personne ne voit rien. Le crash est silencieux, invisible. Ce n'est que le lendemain matin à l'aube que l'épave est localisée. L'appareil s'est écrasé sur une légère élévation de terrain non loin de Gourma-Rarousse. Aucun des 5 occupants n'a survécu. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. À Paris, les radios interrompent leur programme. Les fans n'y croient pas. Le monde de la musique est en état de choc. Comment Daniel Balavoine, si jeune, si vif, si plein de projets, a-t-il pu disparaître ainsi dans un recoin de désert, à bord d'un hélico, trop léger un soir de vent mauvais? Rapidement, les médias s'emparent de l'affaire. Certains pointent du doigt l'organisation du Dakar, son imprudence, son obsession du rythme. D'autres s'interrogent sur les raisons profondes de ce vol nocturne. Était-il vraiment indispensable? Pourquoi ne pas avoir attendu le matin? Pourquoi avoir embarqué autant de personnes sur un seul appareil dans de telles conditions? Dans les jours qui suivent, une chape de silence s'installe. Il n'y aura pas d'enquête approfondie. Les familles endeuillées sont réunies dans la douleur. Les hommages pleuvent. Mais le sentiment d'un drame évitable persiste. Pour Daniel, c'est l'injustice suprême. Lui qui avait choisi d'aller au bout de ses convictions, de se tenir aux marges du système, meurt au cœur d'une logistique bancale, dans un engin de fortune, au nom d'un projet humanitaire qu'il voulait exemplaire. Le matin du 15 janvier 1986, le téléphone sonne dans l'appartement parisien de Corinne Barcessa. Elle s'apprête à nourrir son petit garçon de 10 à 8 mois, Jérémy,
quand la voix tremblante d'un proche lui annonce l'inimaginable. Danielle n'est plus. À ce moment précis, elle est enceinte de 5 mois. Le monde s'écroule. Aucun mot ne suffit. Aucun cri ne sort. Elle s'assoit figée dans un silence oppressant, pendant que les journaux, les radios et les chaînes de télévision martèlent tous la même nouvelle. Daniel Balavoine est mort dans un accident d'hélicoptère au Mali avec 4 autres personnes. La France entière se fige. Quelque chose vient de se briser. Les heures qui suivent sont confuses. RTL Europe, un TF1, tous diffusent en boucle ces chansons. Certains animateurs pleurent en direct. Les stations de radio annulent leur programmation habituelle. La une titre « Le chanteur du cœur s'est tu ». Sur les marchés, les passants s'arrêtent devant les kiosques incrédules. Dans les écoles, des adolescents pleurent un artiste qui semblait invincible, trop vivant pour mourir. Mais au milieu de ce deuil collectif, une question devient obsessionnelle. Pourquoi ? Pourquoi Daniel était-il dans cet hélicoptère ? Pourquoi ce vol de nuit ? Et surtout, pourquoi aucune alerte n'a-t-elle été donnée avant qu'il ne soit trop tard ? Les premiers rapports évoquent une erreur de navigation. Le pilote, pourtant expérimenté, aurait perdu l'orientation à cause d'une tempête de sable combinée à une nuit sans lune. L'appareil aurait percuté une dune à grande vitesse. Tous les passagers seraient morts sur le coup. Aucune trace de tentative d'atterrissage d'urgence. Aucun appel radio. Juste un impact sec brutal. Le modèle d'hélicoptère, un As-350 Écureuil, est réputé fiable, mais il n'était pas équipé pour un vol nocturne en zone désertique sans visibilité. Et surtout, rien ne justifiait l'urgence du déplacement. La version officielle parle d'un retard à rattraper, d'un programme chargé, d'un enchaînement de décisions. Mais ces explications ne suffisent pas à apaiser les proches. La famille de Daniel, ses amis, ses musiciens, ses collaborateurs, tous s'interrogent. Était-ce vraiment nécessaire? N'aurait-on pas pu attendre le lever du soleil? Certains évoquent même une pression exercée par l'organisation du rallye, soucieuse de maintenir son image malgré les conditions dégradées. Corinne, elle ne dira presque rien publiquement. Elle choisira le silence. Mais ceux qui la côtoient savent qu'elle vit cette disparition comme un arrachement. Elle donnera naissance à leur fille Johanna 5 mois plus tard dans une chambre d'hôpital baignée de fleurs, d'articles de presse, de lettres d'admirateurs. Une enfant née orpheline d'un père que la France entière pleure encore. À l'enterrement, des centaines de personnes affluent. Des anonymes, des artistes, des politiques. La cérémonie est sobre. Michel Berger est là, les yeux rougis. France Gall mutique. Jean-Jacques Goldman debout sans voix. Tous savent qu'ils viennent de perdre plus qu'un ami, une conscience. Dans les semaines suivantes, des images inédites refont surface. Parmi elles, une photo prise 2 jours avant le drame. Daniel assis sur une caisse en bois, entouré d'enfants maliens, un carnet à la main. Il sourit, mais son regard est ailleurs. Il semble fatigué, comme s'il sentait quelque chose venir. Cette image deviendra emblématique. On la retrouvera sur des murs, des t-shirts, des affiches, comme un adieu en creux. D'autres témoignages émergent. Un technicien de l'équipe logistique confie que Daniel avait eu un mauvais pressentiment, qu'il hésitait à reprendre l'hélicoptère, qu'il avait même demandé s'il existait une autre solution pour rejoindre Gao. Mais rien n'était prévu. Et dans l'ambiance tendue de cette fin d'étape, il aurait cédé, par politesse, par fatalisme. Des rumeurs circulent comme souvent après les morts brutales. Certains parlent de sabotage d'intérêts politiques liés au parcours du rallye. D'autres vont jusqu'à évoquer un possible désaccord entre Daniel et l'organisation sur les priorités humanitaires du projet. Rien n'est jamais prouvé, mais le doute plane comme une ombre au-dessus des dunes. Les autorités françaises de leur côté évitent toute polémique. Le rapport d'enquête est succinct. L'accident est qualifié de tragédie climatique. Aucun procès, aucune remise en cause officielle. Le Paris-Dakar continue l'année suivante avec un hommage rapide aux chanteurs disparus. Quelques gerbes déposées. 1 minute de silence. Puis les moteurs rugissent à nouveau. Pourtant, dans le cœur des Français, quelque chose a changé. Balavoine n'était pas un chanteur comme les autres. Sa mort n'est pas une simple perte artistique. Elle marque la fin d'une innocence. Le sentiment que même les voix les plus pures, les plus engagées peuvent être emportées par la folie du monde. Sa discographie devient un refuge.
les ventes explosent. L'album Sauveur l'amour, publié 3 mois avant sa mort, se hisse en tête des classements. La chanson La Ziza, écrite pour Corinne, devient un hymne contre le racisme au moment même où les tensions sociales en France s'exacerbent. Ironie tragique, la voix qui prônait l'égalité, l'humanité s'éteint au moment où elle devenait indispensable. Mais au-delà des tubes, ce sont ses paroles, ses interviews, ses silences même qui résonnent différemment. On redécouvre ses prises de position, ses colères, ses discours. Il devient posthume une figure presque prophétique. Un artiste qui avait pressenti le cynisme à venir, la perte de sens, la déshumanisation rampante. Des décennies plus tard, une question demeure: Daniel aurait-il pu être sauvé? S'il avait refusé ce vol, s'il avait écouté son instinct, s'il avait insisté pour rester au sol. Mais Daniel Balavoine n'était pas de ceux qui reculent. Il était de ceux qui avancent, même quand le chemin devient sable. Il y a des artistes qu'on aime pour leurs chansons, et puis il y a ceux qu'on admire pour ce qu'ils incarnent. Daniel Balavoine appartient à cette seconde catégorie. Il n'était pas seulement un interprète à la voix saisissante, ni un compositeur de talent. Il était une conscience, une alerte, un éclat de vérité dans un monde de faux-semblants. Tout au long de sa carrière, il a refusé de se plier aux règles établies. Il a chanté ce que d'autres taisaient. Il a crié là où d'autres chuchotaient. Il n'a jamais recherché la perfection médiatique. Il préférait la dissonance à la complaisance. C'est ce qui rend sa voix encore aujourd'hui si moderne, si vivante. Ce qui frappe, c'est la cohérence. Daniel n'était pas un rebelle de façade. Ses prises de position n'étaient pas des effets d'annonce. Il allait au bout de ses engagements, quitte à déranger, quitte à payer le prix fort. Il aurait pu choisir la facilité, s'installer dans un confort d'icône, répéter les mêmes refrains. Au lieu de cela, il est allé là où on ne l'attendait pas, dans les salles de classe, dans les villages oubliés du Sahel, dans les débats politiques les plus tendus. Sa disparition dans un contexte aussi absurde que bouleversant n'a fait que renforcer cette impression d'injustice. Il ne cherchait ni la gloire, ni le martyre. Il voulait simplement agir, faire sa part, être utile. Et c'est précisément dans cet acte d'utilité qu'il a perdu la vie. Peut-on y voir une ironie tragique? Un chanteur engagé qui meurt emporté par une opération humanitaire mal encadrée, ou faut-il au contraire y lire une forme de fidélité absolue à ses convictions? C'est là tout le dilemme. Il est tentant avec le recul d'imaginer une autre fin. Un Daniel plus prudent, plus distant, encore en vie aujourd'hui, continuant à écrire, à se battre, à transmettre. Mais cela aurait-il été Daniel? Aurait-il pu vivre autrement que dans l'urgence, dans l'intensité, dans l'exigence constante de sens? Ce que sa vie et sa mort nous rappellent, c'est qu'il est parfois plus dangereux de se taire que de parler. Que rester fidèle à soi-même peut coûter cher, mais que c'est là que naît la véritable grandeur. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce destin aurait-il pu être différent? Ou était-il dès le départ irrémédiablement lié à cette flamme qui ne voulait pas s'éteindre doucement? Il y a des adieux qui font du bruit. Et puis il y a ceux qui s'écrivent dans le sable, que le vent efface lentement, comme pour préserver le mystère. L'adieu de Daniel Balavoine appartient à cette seconde catégorie. Il ne s'est pas éteint dans un lit d'hôpital, ni dans les bras d'un proche. Il a disparu dans la nuit, au-dessus d'un désert, emporté par un souffle aussi brutal qu'invisible. Mais ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont écouté, savent qu'il n'a jamais vraiment quitté la scène. Sa voix continue de vibrer dans les silences, dans les colères, dans les injustices qu'il dénonçait. Elle revient quand on entend les premières notes de La Ziza dans une manifestation contre le racisme. Elle s'invite quand un jeune s'égare et trouve dans le chanteur une parole qui le comprend. Elle murmure encore dans les oreilles de ceux qui ont grandi avec tous les cris, les SOS, comme une main tendue dans le noir. Daniel Balavoine n'a pas eu le temps de vieillir. Il n'a pas connu le crépuscule des scènes, les tournées nostalgiques, les plateaux télé du souvenir. Il est resté figé à 33 ans, dans cette intensité permanente, dans ce refus de composer avec le temps. Il est pour toujours l'image d'un homme debout, le poing serré, le regard droit, chantant pour ceux qu'on n'écoute pas. Il n'a pas eu le temps de voir grandir sa fille. Il n'a pas pu écrire l'album qu'il préparait en secret. Il n'a pas pu revenir à l'Afrique pour voir si les pompes fonctionnaient encore. Mais ce qu'il laisse derrière lui n'est pas une absence. C'est une présence immense, une empreinte que le temps ne sait pas effacer. Dans un monde de plus en plus bruyant, Daniel nous rappelle l'importance du vrai.
de l'intègre, de l'humain. Il nous apprend que l'art n'est pas seulement fait pour plaire, mais pour réveiller. Que la musique peut être une arme douce, un cri d'amour, un outil de révolte. Que la scène peut être un champ de bataille et un champ de paix. Certains artistes disparaissent et le monde continue comme avant. D'autres laissent une faille, une absence qui résonne encore des décennies plus tard. Daniel Balavoine est de ceux-là. Sa lumière n'a pas faibli. Elle s'est simplement déplacée. Elle vit désormais dans ceux qui l'a touché, dans ceux qui l'ont compris, dans ceux qui un jour oseront dire non, comme lui. Car au fond, il ne chantait pas pour être aimé. Il chantait pour qu'on entende. Et aujourd'hui encore, si l'on tend l'oreille, on peut l'entendre. Juste là, dans le souffle du vent.